Bienvenue, à toutes et à tous. Il est 11h01, je vous propose de démarrer pour, maintenir notre timing. Donc bienvenue dans ce webinaire, estival, mais important puisqu'on va parler d'une grande nouveauté, d'une nouvelle fonctionnalité, qui vient tout juste d'être déployée. Je fais référence aux AI Overviews, de chez Google. On va regarder, en détail, ce qu'est précisément, cet overview, son mode de fonctionnement, les mécanismes derrière. On parlera, de plein de choses autour de ça, du cadre légal notamment, et puis je vous donnerai quelques conseils aussi, pour, maintenir ou améliorer votre visibilité, suite, à ce déploiement. Je vais commencer avant ça par me présenter, et vous présenter Cusplace. Donc moi, je suis, Thibaut Druet, je représente la plateforme Cusplace ce matin. Nous sommes un outil de gestion de l'e-réputation, mais de manière plus globale, de gestion de la visibilité en ligne et donc de marketing, local tout en un. On accompagne, pas mal de grands groupes françaises, de grands groupes français pardon et d'entreprises à taille plus humaine dans des secteurs d'activité assez divers et variés. Je parlerai notamment, des avis, au cours de cette présentation puisque, c'est l'un des sujets bien sûr de la visibilité, et qui fait partie intégrante, de cette AI Overview. On en parlera à la fin et c'est, bien évidemment notre métier. Donc je le disais, au programme, on va évoquer pas mal de sujets. On va commencer notamment par décrire, ce qu'est les AI Overview et les AI Mode. On verra donc leur fonctionnement, en détail. On verra qu'il y a un certain nombre de mécanismes, au niveau de leur fonctionnement. On va essayer de comprendre ensemble, les règles de ce nouveau jeu, pour maintenir, je le disais, hein, bien sûr, un bon niveau, de visibilité en tant que marque, en tant qu'entreprise. Nous verrons, qu'il y a un impact sur le trafic, bien évidemment. On a du recul puisque les AI Overview, j'y reviendrai en détail, mais a été déployé il y a maintenant 2 ans aux États-Unis. Alors, le côté négatif, c'est que ça a mis 2 ans à arriver en France. Le point positif, c'est que ça nous donne un peu de recul, sur, l'impact que, cela peut avoir, sur le trafic, en tant que marque, en tant qu'établissement, ou en tant qu'entreprise de manière générale. Je le disais, on va parler un peu du cadre légal aussi. Je vous donnerai les raisons, qui, ont fait qu'on a un retard de 2 ans par rapport aux USA et puis nous verrons, je le disais, on va faire un petit focus sur les avis et nous verrons les sources privilégiées, par ces AI Overviews et par ce mode IA. Voilà, je vais essayer de respecter, les 30 minutes de présentation et puis on gardera un petit temps à la fin, pour échanger. Si vous avez des questions, surtout, vous pourrez les poser dans le chat au fur et à mesure et j'y reviendrai, à la fin. Donc ça y est, c'est officiel. On l'attendait, depuis 2 ans. L'AI Overview vient d'être lancé. Il a été lancé, précisément hier midi, le 22 juillet, donc en France. On est plutôt bon en toute humilité dans le timing. On n'avait pas anticipé, on ne connaissait pas la date, mais on avait préparé ce webinaire depuis, quelques semaines maintenant. Suite à, la news, qui a été en 1 évoquée par, Ouest France et qui a été relayée ensuite dans tous les médias, c'était fin juin. On savait, que les AI Overview allaient arriver, courant de l'été, ou en tout cas, Google avait mis une deadline au 23 septembre, et hier, on a découvert donc le jour J, et donc ça tombe plutôt bien, qu'on ait, positionné cette date pour voir en détail son fonctionnement. Donc si vous avez fait des recherches depuis hier midi, sur Google, il est probable que vous ayez vu cet affichage, donc en tête de la SERP, comme on l'appelle, c'est-à-dire la première page de Google avec les liens organiques. Et bien désormais, sur certaines requêtes, vous allez avoir cet aperçu IA ou ce AI Overview, pour le dire en anglais, qui va, synthétiser, tout simplement, le contenu de plusieurs sites internet, pour vous donner un résumé finalement par rapport à une certaine requête. Donc l'objectif de Google finalement est de transformer son moteur de recherche traditionnel qui existe depuis plus de 20 ans en un moteur de réponse, ou un moteur plutôt, disons-le, un peu interactif et finalement hybride, entre ce qu'on appelle les LLM désormais, ChatGPT, Gemini et les autres, et un moteur de recherche traditionnel. Donc là, on a un mode de fonctionnement finalement qui est un peu entre les 2.
Donc l'intérêt pour l'internaute, il est d'éviter d'avoir à ouvrir 3, 4, 5 X sites, lors d'une recherche et donc d'avoir un contenu qui est synthétisé, je le disais, par rapport à une certaine requête. Maintenant, en tant que marque, en tant qu'établissement, eh bien, l'intérêt étant bien sûr d'être repris, d'être cité. Alors, on le verra après en détail. Évidemment, ce déploiement a un impact pour le coup, sur la visibilité, sur, le trafic et sur le référencement. Pourquoi sur la visibilité? Alors, on ne voit pas très bien sur, le screenshot et j'en suis navré, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est, l'apparition donc de ce bloc et finalement ça vient totalement cacher les liens organiques, hein, les liens traditionnels que vous connaissez, la liste de liens bleus sur Google. Et il faut donc scroller en bas de page pour y avoir accès. Et donc, naturellement, ça vient cacher une partie du trafic organique et des liens traditionnels. Mais j'y reviendrai après en détail sur la notion d'impact. Google a en même temps déployé son AI Mode, son mode IA, donc qui, lui apparaît, si vous mettez sur Google, vous ferez peut-être après, mais vous savez, vous pouvez aller, voir les actualités, des images et bien désormais sur la gauche, vous avez un petit onglet qui s'appelle Mode IA, et qui, donc est complémentaire pour le coup à l'AI Overview. On va le voir après, mais qui est, un peu différent dans le mode de fonctionnement, qui vise plus à devenir un super moteur de recherche, en quelque sorte, puisqu'il va servir à synthétiser le web en direct et surtout, ça va vous ouvrir, une nouvelle, interface, qui est conversationnelle, donc dans laquelle vous pouvez interagir pour le coup avec l'IA, de Google. Alors à ce stade, vous allez peut-être vous dire, hem, il y a de l'AI Overview, il y a du mode IA, il y a Gemini, il y a plusieurs choses chez Google. C'est pas forcément très clair, dans, comment dirais-je? Dans les fonctionnalités, dans l'intérêt finalement de chacune de ces options. Alors pour le dire simplement, en fait Gemini, c'est en quelque sorte le cerveau, c'est la technologie d'intelligence artificielle de chez Google qui va être ensuite appliqué à différentes fonctionnalités. L'AI Overview étant une fonctionnalité, l'AI Mode en étant une autre. Mais ces deux fonctionnalités utilisent la même intelligence, en quelque sorte, le même cerveau qui est Gemini. Et donc, l'AI Overview, je le disais, son objectif, c'est de vous proposer une synthèse qui est positionnée donc au-dessus, on l'a vu, des liens organiques et directement imbriqués dans le moteur de recherche traditionnel, avec un déclenchement qui est automatique. Vous ne pouvez pas choisir en tant que l'internaute ne peut pas choisir, l'entreprise citée ne peut pas choisir non plus. C'est vraiment un déclenchement automatique proposé par Google. On va le voir après, qui dépend de plusieurs, conditions. Se Je reviendrai en détail, mais selon le nombre de mots, selon la typologie de requête. En termes d'interactivité, bah, l'AI Overview est très statique. Vous ne pouvez pas rentrer dans une conversation. À l'inverse, le mode IA vous permet d'interagir de la même manière que sur Gemini, si vous avez déjà utilisé. Le but étant de rentrer, bien évidemment, dans une conversation, une interaction. En termes de cas d'usage, peut-être pour illustrer, qu'on comprenne un petit peu mieux, encore une fois, l'AI Overview permet d'avoir une réponse synthétique, une seule réponse. Vous allez demander, par exemple, dans Search, j'ai besoin des prévisions de vent pour la journée ou comment donne-moi une bonne recette d'un hachis parmentier, etc., etc. Et donc, vous aurez ce résumé synthétique. L'AI Mode, lui, va plutôt vous permettre de rentrer dans des recherches peut-être un peu plus poussées, aller faire un comparatif, par exemple, proposer un itinéraire si vous êtes en vacances pour réaliser certaines visites, etc. Gemini, lui, va plutôt vous permettre de créer du contenu à proprement dit. Si vous avez besoin de définir votre stratégie marketing, par exemple, que vous avez besoin de rédiger un document complexe, que vous avez besoin de créer du multimédia, on va plutôt donc s'orienter vers Gemini. Donc en synthèse, je le disais, les AI Overview et les AI Mode sont finalement des applications qui sont basées sur la technologie de Gemini, avec donc un mode de fonctionnement et un usage un peu différent. Alors, justement, en termes d'usage un peu différents, il y a deux mécanismes sur lesquels
j'aimerais me concentrer un petit peu ce matin, qui paraissent techniques, mais qui sont, pour le coup, qui ne le sont pas tant que ça et qui sont très importants, je pense, en tant qu'entreprise, en tant que marque, à comprendre. Aujourd'hui, les IA de manière générale, que ce soit l'IA de Google qui nous intéresse ce matin, bien sûr, mais aussi les autres, eh bien, ont un mode de fonctionnement qui va être double, quand vous allez, effectuer une requête. Elles vont pouvoir utiliser ce qu'on appelle leur mémoire interne. Vous le savez sûrement, mais les IA sont entraînées sur des quantités de données, que ce soit sur le web, que ce soit sur des livres, des encyclopédies. Elles ont une quantité de données pour leur entraînement, gigantesque et donc elles ont accès à de l'information, historique, géographique qu'elles ont en mémoire. Typiquement, si je demande, aujourd'hui au mode IA de Google ou à ChatGPT, quelle est, la capitale de la France, où se situe, l'Empire State Building, évidemment, il connaît, ces informations. Il n'a pas besoin de déclencher, une recherche, en ligne. En revanche, si je lui pose une question d'ordre d'une actualité, s'il y a eu une élection récente en France, il y a quelques jours et que je lui demande, voilà, quel est, le nouveau président, le nouveau ministre, le nouveau député, évidemment, il n'a pas été entraîné, pour cette information qui est très récente et dans ce cas-là, ces IA sont bâties pour vous donner une réponse, peu importe la question que vous allez poser et donc pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des hallucinations, donc de vous répondre complètement à côté de la plaque, ce qui pouvait être le cas il y a encore quelques années, ça l'est beaucoup moins maintenant, eh bien l'IA va déclencher une recherche en ligne. C'est ce qu'on appelle la mécanique de RAG, c'est de la génération accentuée par la récupération. Dit autrement, l'IA va aller chercher des informations à jour sur le web par rapport à une question que vous auriez posée ou une demande de recommandation pour laquelle elle n'aurait pas l'information en mémoire et donc ça, c'est hyper important, surtout quand on est, une marque, une entreprise, un établissement, un magasin, une agence. Lorsqu'on veut se positionner sur des, recommandations ou des requêtes dites découvertes, évidemment, l'IA va aller chercher en temps réel, des actualités, des news, des informations avec une certaine fraîcheur et j'y reviendrai un peu plus tard, mais aussi, des avis, une certaine récence finalement, dans une certaine fraîcheur, dans l'information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mécanique de RAG. Justement, lorsque l'IA doit déclencher une recherche pour éviter, ces fameuses hallucinations, eh bien, elles vont lancer en simultané une multitude de sous-requêtes basées sur le prompt, c'est-à-dire basées sur la requête que vous aurez, inscrite directement dans l'IA. Je vous prends un exemple concret. Il y a encore quelque temps, si je cherchais un restaurant de sushi et que je l'utilisais et que je faisais cette recherche sur Google Search, j'aurais probablement tapé, restaurant sushi 11e. Maintenant, si j'utilise l'IA, je vais être beaucoup plus exhaustif dans ma requête. Je vais par exemple écrire: «Recommande-moi un bon restaurant de sushi dans le 11e, dans lequel on peut quand même avoir des plats adaptés aux enfants de moins de 10 ans», puisque je compte aller, sous-entendu, avec mes enfants et leur donner, quand ils n'ont pas encore 10 ans, du poisson cru, c'est pas forcément l'idéal et donc ça me permet d'être vraiment complet, d'être exhaustif dans mon besoin et c'est là c'est un donc le deuxième mécanisme qui est intéressant de comprendre, c'est que je le disais, les IA vont déclencher ce qu'on appelle la mécanique de query fan-out, c'est-à-dire une multitude de sous-requêtes par rapport à ma requête initiale. Donc là, dans mon exemple, on va déclencher meilleur restaurant sushi Paris 11e, restaurant japonais adapté aux familles Paris 11e, restaurant sushi Paris à vie, etc., etc. Là, je vais avoir par exemple 5 ou 6 sous-requêtes. Alors ça, c'est pas vous qui allez les faire, c'est évidemment l'IA qui va le faire en instantané. Elle va recouper ces différentes informations et vous proposer donc la réponse en tant qu'internaute, non pas la meilleure réponse, j'aime pas ce terme, mais la réponse la plus cohérente. Parce que potentiellement, la recommandation ne sera pas, celle qui a uniquement les meilleurs avis, ce sera celle qui propose également des plats, adaptés aux enfants, de moins de 10 ans. Et c'est là où il y a un réel changement, selon moi, de paradigme, dans, la manière dont on va mener des recherches en ligne, puisqu'on sera beaucoup plus, exhaustif, dans le besoin qu'on va émettre et pour vous, de l'autre côté de la barrière en tant que marque, l'intérêt étant de réussir à se positionner sur des requêtes ultra spécifiques, ultra personnalisées et ultra, locales.
Je vous propose de passer à l'impact, justement sur, le trafic, suite au déploiement il y a maintenant un peu plus de 2 ans, aux États-Unis, de l'AI Overviews. C'est le bon, évidemment, c'est le nerf de la guerre, quand on comprend un peu les mécanismes, comment ça fonctionne, très bien. Maintenant, on a 2 ans de recul, quel est l'impact, hein, concrètement? À quoi vous pouvez vous attendre dans les mois, et les années qui viennent suite à ce déploiement, qui date d'hier? Eh bien, ce que montrent, les études, sans grande surprise, c'est qu'il y a une chute du trafic, organique, une chute des clics, sur les liens bleus, hein, que vous connaissez, quand il y a, l'affichage, d'un AI Overview. Évidemment, pour une majorité d'internautes qui ont posé une question, qui ont eu une réponse, synthétique avec toutes les infos dont ils avaient besoin, une majorité s'en contente et c'est pour ça qu'on parle de 0 clic maintenant et 99 ne cherchent pas à aller cliquer pour aller voir la source, même si c'est une information, bien sûr, qui est mise en avant et donc ça engendre naturellement, une baisse, du trafic, sur les différents sites web. Alors, le déclenchement justement de ces, AI Overview, je le disais tout à l'heure, n'est pas automatique. Ça va vraiment dépendre, du type de requête. On a en moyenne, je dis bien en moyenne et c'est vraiment à prendre avec, des pincettes, on a à peu près 50 des recherches actuelles qui, aux États-Unis en tout cas en 2026, qui déclenchent un AI, Overview. Donc une moitié et c'est ça, il peut y avoir une influence en fonction, du type de requête. Le fait que vous utilisiez par exemple plusieurs mots. Si vous faites une requête avec deux, trois mots, a priori, il y a peu de chances d'avoir un AI Overview. En revanche, si vous utilisez 7, 8 ou plus de mots et que vous posez une question, là, vous avez de grandes chances que les AI Overview se déclenchent. Le secteur d'activité, enfin pas le secteur d'activité, mais si le secteur d'activité, qu'on soit dans le médical, dans l'éducation, dans les technologies, ça engendre aussi une proportion de déclenchement qui est plus importante, donc ça peut avoir une incidence. En gros, ce qu'il faut retenir, pour le dire plus simplement, c'est que selon le nombre de mots que vous allez utiliser, si vous en utilisez que 2-3, il y a peu de chances qu'il y ait un AI Overview, même s'il y aura toujours des contre-exemples, bien évidemment. Dès que vous commencez à utiliser, à poser une question, utiliser une phrase, avoir une requête dite informationnelle et d'utiliser une dizaine de mots, il y a de très fortes chances que vous ayez cet AI Overview. Et donc, ce que ça change concrètement pour vous, c'est qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'être dans le top 10 Google. J'utilise volontairement le terme ne suffit plus parce que ça induit qu'il faut toujours y être. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire faut oublier tout ce qui a été fait en référencement traditionnel jusqu'à maintenant. Évidemment, ça va vous servir et ça va nourrir, mais il faut pouvoir aller plus loin et il faut essayer d'être recommandé. C'est l'enjeu d'être cité dans cette AI Overview et par ailleurs dans les IA de manière générale. Les marques d'ailleurs qui sont citées dans un AI Overview vont enregistrer naturellement plus de clics organiques, puisqu'on l'a vu précédemment, on le reverra ensuite dans d'autres screenshots. Mais lorsque Google formule une réponse dans les AI Overview, on a les liens naturellement des sources qui sont indiquées et évidemment, ça donne un boost, on va dire, de visibilité. Alors pourquoi ça a mis 2 ans avant d'arriver en France? C'est une question qu'on peut se poser et qui est, me semble-t-il pardon, assez légitime. Eh bien, c'est qu'on a une législation en Europe qui peut être, assez dure et aussi parfois en France, qui est pour le bien, me direz-vous, des consommateurs. Mais il y a pu avoir un certain nombre, de blocages et des tensions notamment entre Google et entre les grands médias français. Donc, il y a eu des négociations qui ont pris, pour le coup, un certain nombre de temps, mais avec des accords qui ont été trouvés. Et donc, aujourd'hui, ces accords, ils s'articulent, enfin, il y a des engagements qui ont été pris par Google qui s'articulent autour de 3 grands piliers. Le premier étant la rémunération, on appelle ça la rémunération au titre des droits voisins. Donc, grosso modo, pour le dire simplement, Google va rémunérer les médias avec qui il y a un accord, bien évidemment, en vigueur, pour lesquels il y aurait une citation d'articles ou d'informations dans les AI Overview. Donc, à chaque fois qu'un média sera cité dans les AI Overview, il recevra une certaine somme de la part de Google.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on appelle le contrôle opt-out. Donc, c'est un droit de retrait en quelque sorte. Les éditeurs de presse peuvent refuser que leurs articles soient synthétisés et donc cités, repris dans les AI Overview et dans les AI Mode. Maintenant, passez-moi l'expression, mais ça peut être se tirer une balle dans le pied en quelque sorte, puisque ça engendre, on l'a vu, mais de facto, une baisse de visibilité et de trafic. Donc il y a un réel dilemme pour le coup qui va se poser pour les éditeurs qui n'ont pas vraiment intérêt à exercer ce droit de retrait. Et enfin, le dernier pilier, c'est pour le coup la transparence des données. Google va s'engager à fournir à ces différents médias, on parle de 450 environ sur toute la France, elle s'engage à fournir des tableaux de bord, des chiffres pour montrer le nombre d'impressions et le nombre de reprises qui ont été générés dans les blocs IA. Donc quand je parle de médias français, je fais référence bien sûr aux médias nationaux, Le Monde, Le Figaro, Les Échos et cetera, mais aussi au niveau, plus régional, La Voix du Nord, Ouest France, qui, je le disais en préambule, a eu, notamment en premier la news, du déploiement, des AI Overviews, et puis, la presse aussi, spécialisée. Voilà, donc ça représente, je le disais, environ, 450, médias sur toute la France. Voilà pourquoi, ça a tardé, à être déployé. Il y a aussi d'autres raisons, peut-être plus européennes. Pour en parler rapidement, il y a eu, il y a 3 ans, le déploiement du Digital Markets Act, le DMA, qui visait à réguler les pratiques anticoncurrentielles des géants sur le web, ce qu'on appelle les gatekeepers, donc les gardiens des clés, donc des géants comme Google, comme Booking et d'autres, qui, par rapport à leur position dominante, avaient tendance à mettre certains services en avant de manière anticoncurrentielle. Il y a eu pour le coup des amendes assez lourdes, ce qui a fait réfléchir pour le coup, Google à 2 fois avant de déployer, les AI Overview. Hop, et justement, pour faire une transition avec, ces sources d'informations, puisqu'aujourd'hui l'IA, c'est pas quelque chose de magique, bien évidemment. Les IA de manière générale vont puiser leur information, à certains endroits, dans certaines sources, pour pouvoir vous formuler une réponse. Hein, je le disais, tout à l'heure, il y a la mécanique de mémoire interne, ce que connaît l'IA par cœur. Oui, la tour Eiffel est à Paris, oui, la capitale, de la France, c'est Paris, et cetera, des informations très basiques sur lesquelles elle a été entraînée. Elle n'a pas besoin, d'aller chercher cette information en temps réel. En revanche, quand on pose des questions plus d'actualité, des recommandations, on l'a vu, là, il faut aller piocher, l'information quelque part. Et donc Google va en premier lieu, bien évidemment, Google n'est pas ennemi de ses intérêts, donc ils vont aller en premier lieu puiser, les informations directement dans, leur propre base de données, dans ce qu'on appelle aussi l'index du web. Évidemment, Google a accès à tout le web, en temps réel. C'est ce qu'on appelle de manière générale le knowledge graph. C'est la base de données géante de Google qui va relier entre elles les différentes entités comme des personnes, des lieux, des objets. Tout ça est interconnecté pour fournir des faits authentifiés et vérifiés en instantanéité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle le contenu généré par les utilisateurs. L'UGC, User Generated Content. Les IA adorent ce type de contenu et mettent vivement en avant du contenu en provenance de plateformes telles que Reddit, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment. Vous l'avez peut-être vu passer sur certains articles, certains blogs ou sur LinkedIn, on en parle beaucoup. C'est considéré comme étant la première source, notamment sur ChatGPT, de citation des IA, mais aussi YouTube, aussi LinkedIn, Wikipédia et bien d'autres qui ont toutes ces plateformes ont pour dénominateur commun d'avoir un contenu qui est vraiment créé par les internautes et donc qui est considéré plus neutre finalement qu'un contenu qui va être généré par une entreprise, par une marque. C'est évidemment, ça paraît logique, mais on a toujours tendance à mettre ses points forts en avant sur son site web en tant qu'entreprise plutôt que ses faiblesses, ce qui paraît tout à fait logique. Pour autant, les sites web à forte autorité notamment, donc les sites bien référencés, qui ont une bonne autorité, une bonne notoriété, restent des sources importantes qui vont être consultées par les IA. Donc il y a un réel paradoxe aujourd'hui qui est de se dire, bah oui, mais par rapport à ce qu'on vient de voir,
finalement, mon site internet va perdre en visibilité. Donc, est-ce que je dois continuer de capitaliser et travailler dessus? Bah, oui, puisqu'il y a effectivement une perte, mais pour autant, là où vous allez potentiellement avoir un gain, c'est par rapport aux visites des IA et derrière, in fine, les recommandations. Donc, c'est pas parce que le trafic va baisser que ce sera forcément synonyme de baisse de chiffre d'affaires. Je m'explique, ou baisse d'activité, puisque le trafic, même s'il est moindre, il sera peut-être à terme beaucoup plus qualifié, puisque lorsqu'on aura fait nos recherches en amont, via les LLM ou via les AI Overview, quand on arrivera dans l'écosystème d'une marque, a priori, c'est qu'on sera plus mature, pour entrer en interaction, demander un devis, passer un appel, se rendre en boutique ou, pourquoi pas même passer une commande. Donc il risque d'y avoir effectivement un trafic qui baisse de manière générale, mais pour autant un trafic qui sera potentiellement beaucoup plus qualifié qu'il ne peut l'être, à l'heure actuelle. Et bien évidemment, les médias, je l'évoquais, qui sont une source, donc ça a fait l'objet de vives négociations pendant plus de 2 ans, qui sont, bien sûr une source importante, aussi considérée comme étant peut-être plus neutre, encore une fois, par les IA et notamment par les AI Overview. Alors, petit focus sur les avis, je le disais en préambule, c'est notre métier chez Cusplace. Et donc, nous, ce qu'on constate, notamment dans les AI Overview qu'on teste depuis maintenant plusieurs mois via des technologies, vous savez, de VPN pour être considéré comme étant présent dans un autre pays, même si vous n'y êtes pas physiquement, votre adresse IP donne l'impression d'y être, ce qui permet d'avoir accès aux AI Overview de notre côté depuis déjà un petit moment. Donc, on teste régulièrement pas mal de requêtes. On se rend compte que lorsqu'on veut avoir plus d'informations sur une entreprise, sur un produit, sur un service, donc vraiment ce qu'on appelle des demandes de recommandation ou des requêtes découvertes, eh bien, pour le coup, les avis sont un des éléments importants, une des sources d'informations importantes qui va être bien évidemment analysée et mise en avant par l'IA. Là où il y a un réel changement par rapport au référencement traditionnel, où vous le savez, les avis étaient importants, bien sûr, d'avoir une bonne note, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une richesse sémantique. Il vaut mieux avoir un 4 sur 5 avec un détail de l'expérience vécue, plutôt qu'un 5 avec écrit simplement parfait ou je suis content, qui n'apporte pas grand-chose pour le coup aux yeux des IA. Attention, hein, évidemment c'est important, mais je fais vraiment référence à l'importance sémantique. Et aujourd'hui, il vaut mieux donc avoir des retours plus, comment dirais-je, avoir une capacité à avoir des avis de manière régulière, de manière récente, avoir une fraîcheur, à avoir des avis contextualisés, une richesse sémantique, plutôt que d'avoir certes une bonne réputation, mais avoir que des étoiles, ça a beaucoup moins de pertinence auprès des IA de ce qu'on constate. Et donc au sein de l'e-réputation, on peut découper finalement les avis en 3 typologies. Ce qu'on va appeler tout d'abord, et les 3 sont interconnectés de ce qu'on constate notamment aux yeux des IA. Tout d'abord, les avis authentiques. C'est notre métier, chez Cusplace de permettre à nos clients de collecter leurs propres avis. Vous avez des plateformes aussi comme Trustpilot, il en existe d'autres, qui vous permettent donc de collecter en tant que marque vos propres avis. Ça, l'IA est en capacité de le détecter, de le comprendre, et ces avis ont un poids assez important puisqu'ils sont par définition de vrais avis collectés auprès de vrais clients. La deuxième typologie sont les avis sectoriels, qui restent aussi très importants, on va le voir juste après. Alors ça va dépendre de votre secteur d'activité. Si vous êtes dans le tourisme, on pense spontanément à TripAdvisor. Si vous êtes dans l'hôtellerie, plutôt à Booking. Si vous êtes dans la restauration, on va penser à The Fork. Et il y en a évidemment une multitude, encore une fois, selon votre secteur. Et enfin, la troisième typologie, je ne l'ai pas oublié, vous l'aviez sûrement en tête, ce sont les avis Google, ou en tout cas les plateformes d'avis spontanés, les plateformes dites ouvertes. Donc, on pense aux avis Google Business Profile, qui vont être une source importante, hein. Google va bien sûr, je le disais tout à l'heure, regarder dans son propre écosystème. Mais pour autant, par rapport à toute la législation, tout le cadre légal qu'on évoquait, les lois européennes, de ce qu'on constate, ce n'est pas une mise en avant automatique des avis, des fiches Google uniquement. Il y a vraiment une reprise, on va le voir après, hein, mais des différentes sources sectorielles ou des avis authentiques, comme je le disais. Mais ça fait quand même partie des sources qui vont être reprises et citées dans les AI Overview. Donc les deux plus connus sont bien sûr les fiches Google Business Profile et Yelp,
Il en existe d'autres, mais ce sont, on va dire, les plus communes au niveau mondial. Euh, L'inconvénient, c'est que ces plateformes sont ouvertes et donc tout le monde et en quelque sorte n'importe qui peut venir laisser un avis. Donc ça a du positif parce que ces avis spontanés sont parfois assez neutres et non biaisés. Et à l'inverse, parfois, ça sert de défouloir en quelque sorte. Et là, il y a un biais qui est important. Donc, ils font partie d'une stratégie globale, mais faire que de la plateforme ouverte peut avoir un certain nombre de limites. Donc nous, ce que l'on observe depuis maintenant un peu plus de 2 ans, où on fait nos tests de manière régulière, c'est que la stratégie gagnante, si vous voulez être recommandé, être visible, si vous avez un établissement d'ordre local, un commerce, une agence ou même un réseau ou pourquoi pas une marque au national, eh bien sur les recommandations, c'est de s'assurer d'avoir une certaine homogénéité. Je vous prends un exemple très simple. J'ai tapé la requête suivante: recommande-moi un restaurant à Toulon pour manger avec ma femme et nos 2 enfants. Donc, c'est tel restaurant de burger qui ressort. Et ce que l'on voit dans les high overview, c'est TripAdvisor qui est cité, The Fork et vraiment les plateformes d'avis que j'évoquais. Et donc, en allant creuser un petit peu, je me rends compte qu'on a une fiche Google qui est bien optimisée, avec plus de 4,7, plus de 300 avis, enfin 4,7 pardon et plus de 300 avis, donc une bonne e-réputation. On a aussi des avis sur Uber Eats qui sont très positifs, 4,5, plus de 100 avis. Sur TripAdvisor, j'ai 4,8, plus de 200 avis. On a des avis sur les pages jaunes et on a des avis sur The Fork. Donc ça reprend exactement ce que j'évoquais. C'est l'illustration parfaite de ce que j'évoquais dans la slide précédente. C'est d'être finalement présent sur plusieurs plateformes sectorielles d'avis spontanés et d'avoir une homogénéité dans l'information. Pourquoi? Parce que l'IA, je le disais tout à l'heure, mais va aller piocher ces informations à plusieurs endroits différents, va s'assurer qu'il y ait une cohérence, une homogénéité et favorisera donc la recommandation. Si mon exemple de restaurant de burger avait eu une bonne note sur Google, mais une très mauvaise sur TripAdvisor et moyenne sur The Fork, Google ou l'IA aurait eu du mal à se dire mais quelle est la bonne information finalement. J'ai des données qui sont très disparates entre elles et donc je vais exclure pour le coup de ma recommandation cet établissement tout simplement. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet échange. S'il y a des questions, alors je vais me mettre dans le chat, je vais reprendre, je vois qu'il y a eu quelques questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à les poser. Hem, alors, on a une question de Claire. Vous indiquez Trustpilot dans les avis authentiques alors qu'il s'agit d'une autre plateforme ouverte. Hem, oui et non, vous avez raison Claire, c'est un peu des 2. C'est-à-dire que sur Trustpilot, vous pouvez laisser Nicolas répond en même temps, vous pouvez laisser des avis spontanés, mais il est aussi possible de collecter des avis authentiques. Mais vous avez raison de le préciser, c'est finalement un peu des 2. Alors que sur Google, c'est uniquement de l'avis spontané. Est-ce que les high overview va devenir une nouvelle source de trafic dans GA4 ou cela sera compté dans le trafic? Ça va, oui, c'est en train de devenir une nouvelle source. Pour le coup, ça ne va pas être mélangé avec le trafic organique. On aura bien une distinction de ce qu'on comprend, à prendre avec des pincettes, mais entre les deux. Est-ce que les high overview et les high mode ont accès à toutes les données sur lesquelles Gemini est entraîné? Euh, Alors non, pas exactement. Même s'ils sont basés sur la technologie, de Gemini, comme je le disais tout à l'heure, Gemini, il faut le voir comme le cerveau et les High Overview et les High Mode sont des applicatifs en quelque sorte ou des applications, de cette technologie, mais ils n'ont pas forcément le même, mode de fonctionnement. Les High Overview va les regarder en temps réel et proposer une synthèse des sites internet. Et les iMode, lui, pour le coup, va plus utiliser effectivement la technologie de Gemini, mais va aller aussi et surtout en temps réel chercher l'information sur le net. Alors, Florian nous demande si les High Overview se positionnent avant les annonces Google Ads. Ouais, c'est une bonne question. Euh, je vois que Nicolas est en train de répondre en direct pour vous donner les mêmes réponses et pas avoir deux sons de cloche différents. Moi, de ce que je vois, en tous les cas,
c'est que oui, on a, moi dans mes exemples en tout cas, l'affichage qui ressort au-dessus. Maintenant, à prendre avec des pincettes, tout cela est relativement nouveau, donc il n'est pas impossible qu'il y ait des tests qui soient effectués dans l'affichage et que finalement je vous dise «oui» maintenant et vous allez tester après et vous allez voir une ads qui ressortira au-dessus. Globalement, dans ce que moi j'ai fait en termes de tests jusqu'à maintenant, les high overview, donc l'extra enrichi est toujours au-dessus des résultats naturels et des ads. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser, dans le chat. On peut encore prendre quelques minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, alors, sont prises en compte et du coup, est-ce que les ads sont prises en compte dans les résultats AI Overview? Non, pour le coup, non. Ça va vraiment être basé l'AI Overview est vraiment basé sur le contenu, organique, enfin vraiment sur le contenu des sites. Pour l'instant, il n'y a pas de mélange, mais, je dis bien mais, il n'est pas impossible que ce soit à terme intégré et que Google cherche à monétiser, tel que c'est le cas aujourd'hui dans ChatGPT aux États-Unis. Il y a des tests qui sont faits avec des ads intégrés directement, dans le LLM, et donc il n'est pas impossible que tout cela évolue. De ce que l'on teste, aujourd'hui, de ce que l'on voit, il y a pas de blocs payants pour le coup qui apparaissent, dans les AI Overview. Mais encore une fois, tout cela risque d'évoluer et on imagine que Google puisse mettre en place un certain nombre de leviers pour monétiser, cet extrait enrichi. Parce qu'en synthèse, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est finalement un extrait enrichi. Donc voilà, merci d'avoir, participé à ce webinaire. Merci d'avoir posé pas mal de questions. Si vous souhaitez qu'on discute un peu plus en détail de tous ces sujets d'IA, de référencement, d'avis aussi, puisque c'est notre métier initial de visibilité en ligne, n'hésitez pas, à m'envoyer un petit mail ou scanner le QR code. Et sinon, je vous donne rendez-vous, le 17 septembre. C'est un petit peu loin, dans 2 mois, mais on a les congés, d'août qui vont passer par là. Donc on se rejoint, on se donne rendez-vous plutôt le 17 septembre. C'est un jeudi également, à 11 heures, pour un nouveau sujet, toujours en lien avec ce qu'on a pu évoquer ce matin. On va parler de l'AI Overview, on va parler de Reddit, dont j'ai parlé un petit peu. On va parler de GEO, c'est-à-dire Generative Engine Optimization, donc toutes les optimisations pour vous permettre d'être plus visible, d'être mieux cité, mieux recommandé dans les IA génératives, donc dans ce qu'on appelle les LLM, et aussi désormais dans, les AI, Overview. On va parler de review management aussi. On va évoquer plein de sujets, passionnants, en lien avec les avis, en lien avec toutes ces plateformes, qui ont en quelque sorte le vent en poupe, hein, je le disais, et bien sûr, on va parler d'IA. Donc n'hésitez pas à scanner aussi pour, vous inscrire à ce prochain webinaire. Peut-être que voilà, Nicolas vous donne le lien, c'est beaucoup plus pratique si vous êtes sur un ordinateur. Vous pouvez, aller regarder tout ça en détail, vous inscrire et même si vous n'êtes pas disponible le jour J, c'est pas grave, le fait de vous inscrire vous permet de recevoir le, replay, quelques temps après, la fin du webinaire. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous remercier, pour votre participation, pour ces échanges, à vous souhaiter un bel été, pour, ceux qui, n'ont pas encore, pris leurs vacances et bon courage pour ceux éventuellement qui reviendraient, de vacances. Voilà, bonne, journée à toutes et à tous et merci encore. À bientôt.